Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Tech Lab 2025 sur l'IA et les LLM et les nouvelles menaces que ces technologies amènent dans les systèmes d'information. Nous allons également voir comment les solutions Palo Alto Networks peuvent nous aider à nous protéger contre ces nouvelles menaces. Donc je me présente, Sébastien Boulet, je suis Tech Lead dans l'équipe intégration de Squad, donc Squad Cyber Solutions. On est intégrateur et MSSP et le groupe Squad est un groupe spécialisé en conseil et en expertise cybersécurité. Un peu d'histoire pour commencer. C'est pas nouveau que l'homme s'intéresse à l'IA et essaye d'utiliser l'outil informatique pour mimer l'intelligence humaine. Au tout début, on avait des systèmes experts, des systèmes qui utilisaient une capacité de calcul phénoménale pour dépasser l'esprit humain, mais il n'y avait pas grand-chose d'intelligent. Aujourd'hui, on va voir que les outils ne sont pas beaucoup plus intelligents, mais qu'ils le paraissent beaucoup plus. Et la révolution s'est faite entre 2017 et 2018 avec Google qui publie un papier qui avait pour titre All You Need Is Attention et qui change le paradigme de compréhension des textes, de lecture des textes et qui permet de faire des liens entre des concepts distants géographiquement dans le texte mais pourtant proches d'un point de vue sens et sémantique. Donc cette révolution qui a été appelée révolution Transformer a permis d'avoir des modèles, a permis l'émergence des LLM et ensuite les avancées technologiques d'NVIDIA et notamment les GPU et la capacité d'avoir des GPU de plus en plus puissants et de plus en plus parallélisables a permis la construction de modèles puis d'entreprises type ChatGPT qui a permis de mettre les LLM à disposition du grand public. Et on est passé d'une IA plutôt mécanique à une IA intelligente avec beaucoup de guillemets intelligente parce que on va voir que ce ne l'est pas réellement. LLM, ça veut dire Large Language Model. Le principe de fonctionnement, c'est simplement de la prédiction du prochain token. Un token, ça va dépendre de plein de choses, mais globalement, c'est essentiellement lié à la fréquence d'apparition du mot. Donc, le mot bonjour, c'est un mot très fréquent dans la langue française, donc le LLM ne va jamais le comprendre comme plusieurs mots, ça va être tout le temps un seul mot, bonjour. On ne va jamais le décomposer en bon puis jour. Par contre, un mot beaucoup moins fréquent comme cybersécurité, il pourrait être décomposé soit en cyber puis sécurité ou en cybersécurité. Et donc, les LLM, ce ne sont que, avec quelques guillemets quand même, de la prédiction du prochain token. Ce prochain token va être décidé, va être choisi en quelque sorte parmi plusieurs probabilités et le résultat va être reprocessé plusieurs fois par le LLM avec des mécanismes de rétroaction pour avoir un affinage statistique et reprendre du contexte par rapport à ce qu'il y avait avant, puis vérifier la cohérence de ce qui a été produit avant que ce soit envoyé et affiché à l'utilisateur final. Il ne faut pas confondre les modèles et les produits. Les modèles, c'est GPT-4 ou 5 aujourd'hui, Claude 3.5, Mistral 7B, ça ce sont des modèles. Et ensuite, il y a des produits qui viennent utiliser ces modèles, par exemple ChatGPT, Claude ou Mistral. Les modèles peuvent être utilisés sans les produits. Bon, il faut les avoir, les modèles. GPT n'est pas public, mais on peut imaginer plusieurs utilisations, et notamment des utilisations sous licence. Ou alors Mistral 7B, c'est un modèle que l'on peut utiliser avec Ollama en local. Et donc les produits, ce sont des produits qui, eux, par contre, ont utilisé uniquement ces modèles-là. En 2025, 47% des entreprises déclaraient construire des applications orientées IA. Donc des entreprises dans l'IT, les boulangers et les bouchers restent sur leur domaine. Mais globalement, une entreprise sur deux en 2025 déclarait vouloir utiliser l'IA pour des gains de productivité, pour des gains de performance, pour garder un avantage concurrentiel, etc. Et même les entreprises qui n'ont pas forcément envie d'y aller finissent par y aller parce qu'elles ont peur d'être dépassées d'un point de vue concurrentiel. 2,1 millions de modèles, c'est ce qu'il y avait la semaine dernière, donc début octobre 2025. 2,1 millions de modèles sur Hugging Face, c'est une espèce de Docker Hub qui permet de partager
les modèles. On peut vraiment faire l'analogie avec du Docker, puisqu'il y a également un système de layers sur le format de partage de ces modèles. Et donc on va avoir ce Hugging Face, cette plateforme de partage de modèles qui va permettre soit aux entreprises officielles de publier des modèles, pas forcément les modèles les plus performants, pas forcément les modèles les plus avancés, mais qui va quand même permettre à ces entreprises type Mistral de publier des modèles à destination du grand public, mais ça va également permettre à monsieur tout le monde de les récupérer et de les utiliser, ou à monsieur tout le monde, ou bien à un monsieur malveillant, de publier un modèle dans lequel il aura inclus des biais, dans lequel il aura inclus de la fuite de données, etc. Donc il faut faire attention parce que la multiplication de modèles multiplie le risque de multiplier les menaces. 100 000 applications, c'est ce que Palo Alto Networks prévoit. 100 000 applications orientées IA, c'est ce que Palo Alto Networks prévoit d'ici 2026, donc on voit que le chiffre est gigantesque. Toutes les entreprises dans l'IT essayent aujourd'hui de voir comment intégrer de l'IA, alors de l'IA plutôt générative, plutôt au sens LLM, dans leurs produits. Si on s'intéresse un peu à l'écosystème LLM, on voit 3 types d'acteurs, parce qu'il y a 3 domaines, il y a 3 manières de décomposer ça. Il y a d'abord les IA Builders ou les IA Foundation. Ce sont ceux qui créent les modèles. Ce sont des entreprises qui ont la capacité de recruter des dizaines ou des centaines de chercheurs qui ont des ressources phénoménales en termes de compute, qui sont capables de faire des investissements sur plusieurs années. Et donc il y a très peu d'entreprises qui sont dans ce cas-là, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin que chaque entreprise le fasse. Si on regarde, les entreprises ne recodent pas un système d'exploitation à chaque fois qu'elles achètent un serveur, donc on peut tout à fait se satisfaire de plusieurs concurrents là-dessus, et ce serait peut-être pas mal d'ailleurs d'en avoir autant sur les systèmes d'exploitation. Ces entreprises-là, elles représentent vraiment une fraction, je pense qu'il manque des zéros entre le 1 et la virgule, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont capables de créer des modèles, ou en tout cas des modèles pertinents en partant de zéro. Ensuite, on va retrouver les IA adapteurs. Donc les logos qu'il y a là sont normalement que des entreprises qui ont officiellement publié sur au moins un projet IA. Et ces entreprises vont attendre de l'IA des gains de productivité ou des gains de réactivité, des gains de communication, soit sur la partie production. Donc on peut imaginer utiliser les LLM pour améliorer les process de fabrication, ou pour carrément les utiliser dans les process de fabrication. On va pouvoir mettre un LLM en face de conseillers internes. Donc si je suis une banque, je peux proposer un LLM à mon conseiller pour l'appuyer avec une base documentaire et lui permettre de poser des questions et d'avoir des réponses rapidement. Ou alors carrément en face de clients, on peut imaginer que un groupe hôtelier puisse mettre en place un chatbot pour répondre aux questions de ses clients. Et dans tous les cas, on va avoir l'envie, si on a les moyens quand même, de customiser cet agent, de lui faire apprendre une base documentaire un peu spécifique, de lui donner des consignes de réponse, des domaines d'interaction dans lesquels il est capable d'intervenir, et au contraire lui demander de ne plus intervenir dans d'autres domaines quand ça sort un petit peu du champ qu'on a défini pour ce bot. Ça nécessite quand même de gros moyens financiers, et toutes les entreprises ne peuvent pas y aller, et on estime à peu près à 5 ou 10% le nombre d'entreprises qui ont ce genre de projet. A contrario, ce qui reste, c'est les utilisateurs lambda, comme vous et moi sûrement, qui utilisent les modèles mis en place et développés par plutôt les builders, rarement les adapteurs. Les adapteurs en général gardent leur modèle pour eux, gardent leur modèle customisé pour eux, pour leurs usages internes. Et donc nous, on va plutôt utiliser en API ou bêtement avec un navigateur web ou une application lourde, on va utiliser les modèles que les builders auront créés ou auront mis à disposition. La plupart du temps auront mis à disposition, et pas directement en API, plutôt à travers des modèles. Aujourd'hui, si on regarde un SI un peu classique, traditionnel, on retrouve en général les 3 composants web, application et data. C'est très stéréotypé, hein, mais globalement c'est là-dessus que le marché s'est orienté. C'est un SI
on sait sécuriser, que tout le monde sait manipuler et tout le monde comprend à peu près comment est-ce que c'est construit. Le problème, c'est qu'avec l'arrivée des LLM, on a de nouvelles briques à intégrer à notre SI. Donc on va avoir de nouveaux composants à mettre dans la partie infra et dans la partie LLM quand c'est des LLM que l'on va vouloir faire tourner nous-mêmes. Et ça, à la limite, c'était valable il y a encore quelques mois, mais depuis quelques mois maintenant, on voit arriver l'approche agentique. Donc un agent, c'est une espèce de LLM spécialisé auquel on a attribué une tâche très spécifique, et on va faire collaborer ces agents à travers un LLM auquel on va donner le rôle de coordinateur. Et donc cette nouvelle approche cette approche agentique, va venir reposer à nouveau de nouveaux problèmes dans la manière dont on architecture les composants, soit sur des composants existants, soit sur de nouveaux types de composants. Et c'est un peu le problème que l'on retrouve aujourd'hui avec les LLM, c'est que l'évolution est très rapide, ça évolue dans tous les sens et très vite, et on a du mal à trouver des solutions de sécurité qui vont s'adapter à ces évolutions. Vous connaissez sûrement tous le framework MitraTac. On retrouve quelque chose d'équivalent, MitraTlas, qui permet de cartographier et de vérifier la couverture de risque que l'on a sur les applications IA au sens large, pas que LLM, mais il y a quand même beaucoup de briques où on parle de LLM. Et donc c'est un framework qui est dispo sur le site du Mitre pour permettre de bien voir si on a couvert la totalité d'un périmètre ou pas. Les solutions que propose Palo Alto Networks à travers l'application, à travers le produit Prisma Ers, c'est à la fois de la protection pour les IA adapteurs, au niveau de la protection du modèle ou de la protection de la data, notamment sur la partie dataset. Et puis après, on va aller également vers sur les briques les plus à droite, sur la protection des applications qui, elles, vont utiliser l'IA. Plutôt donc de la protection API d'IA que l'on aurait packagé avec des copilotes, des Amazon Bedrock, etc. Que l'on va venir sécuriser pour de la visibilité et du blocage, du filtrage en fonction de ce que l'on souhaite. Il y a une autre brique qui n'est pas listée sur ce slide, c'est de l'AI Red Teaming, c'est-à-dire la capacité de Palo Alto en tant que service à venir tester vos modèles et tester l'implémentation des modèles que vous avez fait. Donc ça, c'est IA Red Teaming. Et il y a un produit que Palo Alto a racheté au début de l'été qui est Protect AI, qui lui est plus spécialisé dans les briques les plus en amont, c'est-à-dire la protection des modèles au moment de la désérialisation. Donc il y a des attaques qui consistent à à exécuter du code arbitraire lors de la désérialisation. Donc si vous prenez un modèle sur Hugging Face, vous êtes sujet à ce genre d'attaque. Si le modèle n'est pas propre, bien sûr. Il y a aussi la capacité au moment de la désérialisation de venir créer des briques en plus, des neurones en plus, avec quelques guillemets à neurones, venir créer de nouvelles neurones ou de nouveaux liens, ou empêcher des liens existants de se créer, et donc tout ça pour modifier le comportement de votre modèle, avec pas forcément beaucoup de réussite, mais en tout cas c'est difficile de détecter ce genre d'attaque, c'est difficile de savoir précisément le résultat de ce genre d'attaque, mais ça reste une dégradation de ce que vous avez prévu et ce que vous avez testé. On va ensuite passer à la démo. L'architecture de la démo est assez simple. Il y a une web UI, c'est un composant Anything LLM pris sur étagère, donc Docker Pool Anything LLM, auquel on a connecté un Ollama qui tourne directement sur ma machine en local. Et donc on donne simplement à Anything LLM l'adresse et le port sur lequel contacter Ollama. Et chaque requête que l'utilisateur va taper va être empackagée par Anything LLM, envoyée au LLM, le LLM répond et la réponse est proposée à l'utilisateur. Donc ça, ce sera la fenêtre de gauche. Et dans la fenêtre de droite, on a la même chose, mais avec un petit middleware qui va
répliquer les API de Ollama, mais à chaque fois qu'une requête va être envoyée par AnythingLLM vers le middleware, celui-ci va soumettre ce prompt à Prisma. Prisma va donner un verdict, va en gros laisser passer la requête et dire qu'elle est saine, donc le middleware va pouvoir l'envoyer au LLM, ou au contraire, Prisma va tout de suite bloquer la requête, comme ça le LLM n'est pas utilisé, ce qui permet d'économiser du CPU aussi au passage. Et on va avoir la même interception de la réponse. Lorsque Ollama va faire une réponse, le middleware va prendre cette réponse, la fournir à Prisma Hertz, et la réponse va être ensuite repropagée vers la web UI, modifiée ou pas en fonction de la configuration que l'on a utilisée. Et donc, ça correspond aux deux fenêtres que l'on a là. À gauche, on a la baseline. Ah non, hop, petite erreur. Dans la maquette, on a 5 CV. Dans le premier workspace, on a 5 CV. Ces 5 CV, ce sont les CV en déj, avec tout le monde a mis son CV de manière honnête, on va dire. Chacun a fait son CV, il y a des juniors, il y a des seniors, il y a entre les deux. Et donc tout va bien, on va pouvoir demander, notre RH va pouvoir demander quel est le meilleur profil pour un développeur PHP. Dans le deuxième workspace, on va avoir les mêmes 3 CV pour Jules, Emma et Sophie, mais 2 autres CV, les CV de Jeanne et de Edouard, auront été injectés avec des prompts injection, un peu comme une SQL injection, mais adaptée au LLM. Et donc l'objectif de ces prompts, de ces injections de prompts, vont être de modifier le comportement du LLM. Et donc c'est ce que l'on voit ici, lorsque l'on a ce petit prompt qui a été sauvegardé, que l'on soumet une fois en direct et une fois à travers Prisma Hertz, donc en direct à gauche et à travers Prisma Hertz à droite. On lui demande de noter les 5 CV indépendamment les uns des autres, etc. Et donc on voit que Edouard a un score de 70%, Jules 85%, Sophie 90%, Emma 80% et Jeanne 60%. Donc voilà, on a des scores entre 60 et 100 globalement, et on va avoir quelque chose de similaire, pas forcément précisément les mêmes normalement, encore que là ça a l'air d'aller. Voilà, il y a Jules qui a 5 de plus à droite, à gauche que à droite. Bon, globalement c'est quelque chose d'homogène. Si on s'intéresse maintenant au deuxième workspace, on fait passer les 3 CV neutres plus les 2 CV injectés directement de AnythingLLM vers Ollama, et on voit que les injections sont ok puisque tout le monde a un score qui augmente. Alors que si on fait passer si on demande la même chose avec le même contexte à travers Prisma Hertz, on voit qu'il n'y a plus rien à droite. Donc premier point, à gauche, on a un problème de contamination de contexte. C'est-à-dire que comme j'ai un seul contexte dans lequel j'ai envoyé tous les CV, plutôt que de faire un CV par CV, une notation, puis un agent coordinateur qui va synthétiser tout ça, j'ai un seul contexte et je demande au même LLM de noter les 5 CV. Le contexte est trop modifié et du coup il se mélange les pinceaux dans les injections que j'ai fait. Donc on a une contamination du contexte voisin, c'est un effet de la démo. Si on avait fait propre, si on avait voulu faire propre et si on avait eu le temps, on aurait utilisé des agents, chaque agent aurait noté un CV et il y aurait eu un agent coordinateur qui regroupait tout ça. Là c'est pas le cas. Il y a un deuxième effet lié à la plateforme AnythingLLM que j'ai utilisé, qui est que je ne peux pas récupérer le verdict. Donc si on regarde ici, on voit bien que le verdict de Prisma Hertz c'est de bloquer parce qu'il y a un prompt malicieux. Maintenant, AnythingLLM, je ne suis pas capable de lui dire quoi faire de ce blocage. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est afficher une ligne blanche avec non, désolé, j'ai pas de réponse, le LLM ne m'a pas répondu. C'est pas que le LLM n'a pas répondu, c'est que Prisma Hertz n'a pas validé ce prompt. Donc on n'a même pas consulté le LLM. Donc là, on voit que les injections sont pas très compliquées, que le résultat est pas propre, mais ça a été fait dans un contexte démo, donc un attaquant pourrait prendre plus de temps et aurait sûrement plus de réussite. Et donc on a un problème avec la donnée. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu les publications, les news, on trouve une publication de Nature Médecine, donc un journal scientifique orienté santé, dans laquelle ils ont trouvé que 0,001% de tokens corrompus suffisent à invalider le modèle, c'est-à-dire que le modèle ne donne plus de résultats fiables.
Si on regarde un peu, on se propose de prendre toute la documentation technique que vous avez et on la fait digérer un LLM pour faire un GPT interne et être capable de répondre aux questions de vos équipes techniques, est-ce qu'on sera confiant dans le fait qu'il y a moins de 0,001% de tokens qui ne sont pas bons? Pas bons au sens, ça peut être malveillant, mais ça peut être aussi juste une conf obsolète, ça peut être une erreur humaine. C'est compliqué en fait. Et le problème de ce genre de LLM qui ensuite est utilisé de manière publique, c'est que la contamination persiste puisque on va utiliser ce que le LLM a produit pour produire de la donnée que l'on va faire digérer à d'autres LLM, à de futurs LLM. Donc c'est une contamination qui va s'étendre dans le temps. Deuxième exemple, le réseau Pravda, 3,6 millions d'articles, donc là on est loin, enfin c'est gigantesque comme base d'information, et on a eu pendant quelques semaines ou quelques mois des chatbots publics qui propageaient de l'information, de la propagande pro-russe, et citaient directement des sources de fake news. Et troisième exemple que l'on peut citer, le chatbot de Chevrolet dans je ne sais plus quel état aux États-Unis. La concession avait choisi de mettre en place un conseiller virtuel et ce conseiller virtuel avait la latitude nécessaire pour négocier le prix d'une voiture. Un utilisateur mal attentionné a fait des prompts injections pour convaincre le boss qu'il fallait qu'il réalise qu'il réalise la vente quoi qu'il arrive, et donc le bot a accepté de vendre une voiture très chère pour $1. Voilà, donc le problème c'est la data, et ce qu'il faut retenir c'est que un LLM c'est pas intelligent mais c'est très puissant. Par contre, dès que vous ne maîtrisez pas la data qu'un LLM manipule, on a du mal à avoir confiance dans le résultat que sort le LLM. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt pour un prochain Tech Lab.